Imaginez que là, tout de suite, on vous parachute sur une île au cœur de l'océan, en plein milieu du Sahara ou dans la ville la plus froide du monde. Combien de temps pensez-vous survivre? Pas longtemps, on est d'accord. Alors, avec Meili, on va se mettre dans ces conditions extrêmes afin de vous dire tout ce qu'il faut faire ou ne pas faire si vous voulez rester en vie. Ok, alors je prends les billets pour la prochaine destination et... Attends, mais c'est hyper cher! Si seulement on connaissait un moyen de toujours profiter des tarifs les plus avantageux. Tu veux dire, si par exemple j'activais CyberGhost VPN et en un clic je changeais notre localisation pour contourner les géorestrictions et pouvoir acheter les billets et les chambres d'hôtel au tarif local? Non, tu peux faire ça. Ouais, et c'est pas tout. C'est les leaders de la cybersécurité, avec 38 millions d'utilisateurs. Une fois sur place, on profitera de leur réseau privé 100% sécurisé qui chiffre nos données même sur les Wi-Fi publics pour surfer en toute tranquillité. Et si jamais on a envie de se reposer, hop, on aura accès à tout le catalogue d'une quarantaine de services de streaming comme Netflix ou Disney+. Jusqu'à 40% de contenu supplémentaire en français, même les courses auto en Belgique. Ouais, mais j'ai plus d'abonnement. T'inquiète, on clique sur l'Argentine, et voilà. Disney+ est à 2,80€, Spotify 1,50€. En plus, c'est le moment d'en profiter. Il y a une maxi promo, moins 83% de réduction et 4 mois gratuits. Pour juste 2€ par mois, on peut protéger jusqu'à 7 appareils à la fois, que ce soit PC, mobile, console ou Smart TV. De quoi vous protéger et faire profiter votre famille et vos amis. Alors sautez sur l'occasion, cliquez sur le lien en description et vous aussi profitez de tout ce qu'Internet peut offrir. Survivre sur une île déserte. Meili, réveille-toi. On vient de s'échouer, notre bateau est en miettes, on est les seuls survivants. Mais comment on va faire pour boire, s'abriter, manger? Il y a des bêtes sauvages, des plantes toxiques. Est-ce qu'on va jamais nous trouver? On est foutus. Calme-toi, la chose la plus importante dans ce genre de situation, c'est le mental. Faut pas paniquer, on risque de rester longtemps ici, il faut qu'on s'organise. Déjà, il nous faut du matériel, explorons l'épave du bateau. Aujourd'hui, ils ont quasiment tous un kit de survie avec un couteau, une trousse de secours ou de quoi faire du feu et des provisions. On peut utiliser les débris aussi, des planches, une voile, des cordes. Et récupérons nos bagages. Le plus dur, c'est la solitude et l'isolement. Faudra qu'on s'occupe, donc un livre ou un jeu de cartes, ça sera utile. Ouais, mais si on trouve rien, on fait quoi? Tiens, genre un truc sur la plage. Ouais, on dirait des déchets amenés par les vagues. Non mais tu vas me dire qu'on pollue tellement nos océans que ça arrive jusqu'ici? Après, je peux peut-être trouver des trucs utiles, genre un récipient. Pour l'eau, ça risque d'être essentiel. On tiendra difficilement plus de 3 jours sans boire, donc c'est plus urgent. Et on tombe pas dans le piège, pas d'eau de mer. Sa forte teneur en sel va nous déshydrater. Et par pitié, évitons de boire notre urine. Non, faut plutôt une source d'eau fraîche sur l'île, genre un ruisseau, une cascade, ou récolter la pluie. Mais bon, enfin ça peut être plein de bactéries, donc le mieux c'est de la filtrer avec un tissu par exemple. Puis la faire bouillir 1 à 3 minutes. Pour l'instant, on n'a pas de feu, mais il y a des alternatives. Récupérer la rosée du matin ou la condensation des feuilles en mettant un tissu dessus. Plus technique, un distillateur solaire. Creuse un trou dans le sable jusqu'à qu'il soit humide, sinon mouille avec de l'eau de mer et rajoute de la végétation. Plasie un récipient et recouvre le tout d'une bâche en plastique, fixe bien l'ensemble et met un pot au milieu, genre une pierre, puis laisse le soleil chauffer. La vapeur d'eau va se condenser, remonter jusqu'à la bâche et s'écouler dans le récipient. De mon côté, je m'occupe de l'abri. Faut se protéger du soleil et des intempéries. En cas d'urgence, une simple grotte peut suffire, mais attention aux serpents et les trucs du genre. Vaut mieux construire une cabane, pas trop loin de la plage pour bénéficier de la luminosité et être visible pour les secours, mais pas trop près de la mer pour éviter la marée. Et surtout, être à l'abri du vent, tout en restant proche du point d'eau. La structure peut être hyper basique, juste une grosse branche appuyée contre un arbre. Mais attention aux chutes pendant les tempêtes. On a tendance à dire que les chutes de noix de coco tuent plus que les attaques de requins. C'est faux, y a pas de vraies statistiques. Mais si tu t'en prends une sur la tête, oui, ça va faire mal et tu peux mourir de tes blessures. Bref, si tu te sens architecte, notre cabane peut avoir plusieurs piliers, des murs, etc. Mais ce qui compte, c'est d'avoir une toiture stable et qui te protège. Fixe le tout avec la corde du bateau ou la ficelle trouvée dans les déchets, puis recouvre l'abri avec une voile, des branchages ou des grandes feuilles. Pour le couchage, ne pas se mettre au sol, il y a trop d'insectes. Les piqûres peuvent être dures à supporter à la longue. Ok, donc on a un abri, de l'eau, faut du feu maintenant. Pour se réchauffer, s'éclairer la nuit, cuisiner et faire bouillir de l'eau. Le truc, c'est que ça peut prendre du temps, plusieurs jours, même avec de l'entraînement. Avec un kit de survie, on a de quoi faire, briquet, pierre à feu, combustible, mais il y a aussi la méthode de l'archer et du forêt, très utilisée sur Koh Lanta. Avec une planche en bois, une petite tige et de l'huile de coude, on va produire de la sciure et de la fumée. On les vente tout doucement avec nos doigts jusqu'à l'apparition d'une braise. On le nourrit avec du combustible, copeaux, herbes fraîches, et une fois que ça a bien pris, on rajoute les plus grosses branches. Attention, même une fois allumé, un feu peut s'éteindre vite. On va devoir l'entretenir régulièrement.
Bon, maintenant, je mangerais bien un bon poisson, moi. Avec un hameçon et du fil, ça devrait pas être compliqué. On peut même se tailler une lance avec le couteau du kit de survie. Mais en vrai, pêcher et chasser, ça demande du temps et beaucoup d'énergie. Puis tu peux te blesser, être mordu ou empoisonné par la faune hostile. D'ailleurs, si tu te fais bobo, nettoie ça avec de l'eau purifiée refroidie, désinfecte avec de la cendre ou des plantes, comme l'eucalyptus ou l'arbre à thé, selon où tu te trouves, et utilise la trousse de secours récupérée sur l'embarcation. La vraie bonne idée pour la nourriture, c'est les insectes. Un Français a survécu 35 jours sur une île en se nourrissant de termites. Apparemment, ça a un goût de poivre, de citron vert et de résine de pin. Les crabes aussi, ça se mange même cru. Pour la cueillette, faut s'y connaître et être absolument sûr que la plante est comestible. Le top, c'est les noix de coco. Déjà, ça désaltère, mais on peut aussi manger la chair ou s'en servir pour faire une soupe. Échoués sur une minuscule île entre les Bahamas et Cuba, 3 naufragés ont survécu 33 jours en se nourrissant quasi que de coco. En plus de rats et de conques, parce que c'est jamais bon de manger qu'un seul aliment. Faut qu'on varie le plus possible avec ce qu'on a. Un mois, c'est long. Il y en a qui sont restés coincés encore plus longtemps, 15 ans pour les naufragés du Tromelin, on en a déjà parlé dans cette vidéo. Ou bien Rona Marea, une amérindienne qui a vécu seule sur une île au large de la Californie pendant 18 ans au 19e siècle. Ouais, 18 ans. Bah donc moi je vais pas rester aussi longtemps ici, hein. Faut vraiment alerter les secours. En avril 2024, 3 pêcheurs ont été repérés sur une île du Pacifique après avoir tracé le mot Help sur le sable. Fun fact, 2 ans plus tôt, d'autres naufragés avaient été secourus sur la même île en écrivant SOS aussi sur la plage. Cette option est meilleure. SOS peut se lire à l'envers et est connue universellement. On y ajoute des pierres et des algues pour que les lettres se voient mieux et ne s'effacent pas. L'idéal, c'est pas un signal, mais 3. Le signe de détresse par excellence. Dès qu'on voit un bateau ou un avion, faut allumer 3 feux, avec beaucoup de fumée pour qu'on nous voit de loin. Ou réfléchir la lumière du soleil dans des morceaux de verre par exemple. Il faut rester attentif et garder espoir. Oh, regarde! Quelqu'un nous a vus et il vient nous chercher. On s'en est bien sorti. Et je sais où on peut aller pour notre prochaine aventure. Survivre dans le désert. Bon, là, on est vraiment dans le pétrin. Rien, des kilomètres à la ronde et une chaleur monstre. Le Sahara, c'est 9 millions de kilomètres carrés et des pics à 50 degrés. Eh ben écoute, comme on va cuire vivant, on va juste enlever nos vêtements, hein. Non, surtout pas! Le plus dangereux dans le désert, c'est la déshydratation. Tu vois les bédouins, ils sont couverts de la tête aux pieds. Faut des vêtements légers et amples, en coton ou en lin et de couleur claire pour réfléchir les rayons du soleil. Et autant éviter le noir, ça absorbe la chaleur. Ça t'évite la morsure du soleil et ça permet à l'air de circuler, ce qui rafraîchit et t'empêche de transpirer, donc perdre de l'eau. Et de bonnes chaussures pour ne pas te blesser en marchant dans le sable. Ensuite, il faut protéger ta tête et ta nuque, avec un foulard ou un large chapeau. Et bien sûr, des lunettes pour les yeux. Oublie pas la crème pour éviter les coups de soleil. Ok, donc si le but c'est d'éviter de transpirer, il faut qu'on limite nos efforts physiques aux heures les plus fraîches, genre la nuit. Dans le Sahara, la température peut chuter entre 20 et 0 degrés, voire même passer au négatif dans certaines régions. On peut essayer de trouver de l'ombre pendant la journée, un rocher, une couverture ou encore mieux, un abri. Les bédouins ont des tentes avec des lourds tissus qui captent la chaleur et font courant d'air. Si on est venu faire un trek en voiture et qu'on est tombé en panne, il faut absolument s'y abriter. Et si on s'est bien préparé avant de partir, on a de l'eau, voire même des provisions et un kit de survie. Parfait, on va rationaliser tout ça. On mange léger et peu. Pour rester hydraté, le mieux c'est de boire des petites gorgées régulièrement. Si jamais on n'a pas d'eau, faut en trouver. C'est possible, mais rare de tomber sur une oasis. Cherchons des signes de végétation. Si on tombe sur des dattiers, c'est top, le fruit est comestible. Ou bien repérons des pistes d'animaux sauvages ou n'importe quelle formation géologique, ça nous évitera de nous fier au mirage. Si on doit s'éloigner à pied, faut baliser notre itinéraire avec des repères pour pouvoir retrouver notre chemin. Ah, je te vois venir. Non, il n'y a pas de cactus dans le Sahara. Ils sont surtout présents dans les déserts américains ou ailleurs en Afrique, comme à Madagascar. Et de toute façon, si t'en trouves un, faut surtout pas boire son eau. La plupart ont une sève toxique. Par contre, on peut essayer de creuser un puits. À certains endroits, quelques mètres sous nos pieds, on peut tomber sur du sable mouillé et donc laisser l'eau s'accumuler. Certains animaux font ça pour survivre. Nous, on la récupère avec un tissu qu'on essore. Bon, on s'en sort bien pour l'instant quand même. Saito, qu'est-ce que c'est que ce gros nuage à l'horizon? C'est de la pluie? Ok non, Saito, on a un gros problème. Il y a une tempête de sable qui fonce droit sur nous. Si elle nous recouvre, il va faire sombre comme en pleine nuit et on va avoir du mal à respirer. Faut immédiatement s'abriter. Retourner au véhicule par exemple. Se protéger les yeux et surtout la bouche. Utilise ton foulard et moi, je vais me servir de mon t-shirt. C'est très rare de finir enfoui sous des kilos de sable. Donc tout ce qu'il y a à faire, c'est attendre que ça passe. Entre quelques heures et plusieurs jours. Après, il faut désabler nos affaires et essayer de se repérer. Les dunes peuvent avoir changé, les rochers peuvent être recouverts. Pour
Pour s'orienter dans le désert, le mieux c'est de se fier au soleil. Il se lève à l'est et se couche à l'ouest. Le ciel est aussi dégagé la nuit. On peut utiliser l'étoile polaire qui indique le nord. Si tu sais te servir d'une boussole, bon c'est génial. Et on a peut-être notre propre dispositif de signalisation sur nous, comme un téléphone satellite. Mais le mieux, c'est d'avoir donné notre itinéraire à quelqu'un avant de partir. C'est pour ça qu'il faut pas quitter notre véhicule. C'est le meilleur indice que les secours auront pour nous repérer. Si vraiment il n'y a pas le choix, laissons un mot avec notre identité, la direction qu'on a prise et quand on est parti pour qu'ils puissent nous suivre. Ça me rappelle l'histoire de cet homme qui est resté 71 jours dans le Outback australien, une région semi-aride. Sa voiture serait tombée en panne, ou bien il aurait été drogué par un autostoppeur. Bon, toujours est-il qu'il a survécu en se nourrissant de serpents, de lézards et d'insectes. Coup de bol, c'était la saison des pluies, il a pu sortir facilement, 60 kilos en moins, une malnutrition sévère, mais il est sorti vivant de cet enfer. Allez, regarde, j'aperçois les secours au loin, on est sauvés. Ah, après toutes ces émotions, j'ai besoin de vacances, un petit endroit isolé, bien frais cette fois-ci. Survivre au froid extrême. On est à Yakoust, en pleine Sibérie, considérée comme la ville la plus froide du monde. Les hivers à moins 50 en janvier 2023 à moins 63. L'eau bouillante gèle instantanément. Et pourtant, des gens vivent ici. 340 000 habitants, il y a des boutiques, une université et même un musée. Ici, mieux vaut laisser ta voiture allumée même quand tu vas juste faire tes courses. L'huile de moteur pourrait geler. Il y a des couvertures pour la garder au chaud, même les appareils électroniques comme ton portable peuvent être déréglés et se décharger méga vite dans ce froid. Comment tu fais au quotidien ? Bah écoute, dès que tu sors, du gif se forme sur ton visage et tes cils, 20 minutes à l'extérieur et tu risques ta vie. Et t'as pas intérêt à oublier tes gants. Dans le grand froid, les plus gros risques, c'est l'hypothermie et les gelures. On a déjà parlé d'hypothermie dans cette vidéo. Ta température corporelle chute, tes vaisseaux sanguins se resserrent pour limiter l'afflux de tes extrémités et privilégier les parties centrales et vitales, c'est la vasoconstriction. Faut rester en mouvement pour se réchauffer, être au sec car la transpiration augmente la sensation de froid, boire des boissons chaudes et sucrées. Mais surtout, pas d'alcool. Ça te donne l'impression de te réchauffer, mais au contraire, ça va dilater tes vaisseaux sanguins, l'inverse de la vasoconstriction. Donc tu te refroidis encore plus. Le plus important, c'est les vêtements. Avoir un seul gros manteau, c'est pas la meilleure technique. Mieux vaut multiplier les couches. Au minimum 3. Une première en synthétique pour évacuer l'humidité. Et surtout éviter le coton qui retient l'eau. Puis on met un pull ou une polaire pour isoler. Et enfin un bon manteau style imperméable ou coupe-vent. Et t'ajustes selon la transpiration. Tes chaussures doivent empêcher la neige fondue de rentrer, sinon tu vas patauger. Si elles sont antidérapantes pour la glace, c'est mieux. Tu peux aussi prendre des raquettes ou des skis. En haute montagne, prends toujours du matériel d'alpinisme sur toi. De grosses couches de neige peuvent dissimuler des crevasses. Faut pouvoir sortir du trou si tu tombes. Ensuite, protéger tes extrémités. Un bonnet, une écharpe et même des lunettes de soleil. La réverbération du soleil sur la neige peut sévèrement affecter ta vue. Faut couvrir aussi ta bouche pour réchauffer l'air glacé que tu respires. Et surtout, des gants ou des moufles pour tes mains. Parce que le vrai danger, c'est les gelures. C'est comme une brûlure, mais par le froid. Prenons ta main ou ton pied. Exposés trop longtemps, ils vont d'abord s'engourdir, puis devenir blancs, jaunes, voire bleutés et tout dur. Tu vas ensuite perdre ta sensibilité et des cloques vont apparaître. Si t'as des lésions, ça peut dégénérer en gangrène. Quand ta peau devient noire, tes tissus sont nécrosés, y a plus le choix, faut amputer. En 1999, un alpiniste est resté coincé 28 heures dans le froid de l'Alaska à moins 60 degrés. Ça lui a coûté ses orteils, ses doigts et son nez. Alors, comment lutter ? Déjà, ne frotte surtout pas la gelure. Tu risques de détruire davantage de tissu. Dès que les premiers signes apparaissent, réchauffe la zone. Pose ta main dessus ou coince-la sous tes aisselles. Tu peux aussi la plonger dans l'eau tiède en augmentant progressivement la température pendant 15 à 30 minutes. Évite de te réexposer au froid. Enfile des vêtements propres ou utilise des bandages et fais-toi hospitaliser le plus vite possible. Faut surtout se mettre à l'abri. Un simple coup de vent dissipe toute notre chaleur corporelle. À Yakoust, la ville repose sur du pergélisol, un sol gelé en permanence. Les bâtiments sont donc surélevés pour que leur chaleur n'affecte pas la glace. À l'intérieur, ça peut monter jusqu'à un doux 20 degrés. Mais toi, si t'es au milieu de nulle part et sans équipement comme une bonne tente, utilise des matériaux naturels. Grottes, rochers, sapins, troncs d'arbres. Et non, n'essaye pas de construire un igloo, ça a beau être un abri hyper efficace, ça te demande trop de compétences. Tailler de la neige, bâtir un dôme. Le plus facile, c'est de creuser un petit tunnel sous un monticule de neige et un dôme avec un trou au sommet pour ventiler. Veille bien à avoir un sac de couchage adapté si tu dois passer
passer la nuit ici. Pour la nourriture, à Yakoust, le menu se compose majoritairement de viande, du poisson ou du poulain. Les légumes et les fruits sont rares. Si tu pars en trek, prépare des provisions riches en calories. Et l'eau a tellement été une galère dans les 2 dernières situations que là, on pourrait se dire « Ah bah y a qu'à manger de la neige !» Surtout pas. Ça va refroidir ton corps et en plus, elle risque d'être contaminée. À Omiakon, village dans la même région que Yakoust, le record de température la plus basse est à moins 71,2 degrés. Le pôle du froid. Y a pas d'eau courante, les habitants font fondre la neige pour s'en servir dans leurs tâches quotidiennes. Donc, mets la neige sur le feu d'abord, si t'es à plus de 2000 mètres d'altitude, fais bien bouillir, 3 minutes pour la purifier. Ça peut paraître fou de vivre dans un froid aussi intense. Pourtant, les habitants de la région ne souhaitent pas déménager sous un climat plus clément. Ils se sont habitués. D'autres personnes partent vivre dans le grand froid de leur plein gré. C'est le cas des scientifiques des bases en Antarctique qui hivernent pour étudier le coin. Il y a aussi des mécaniciens, des cuisiniers, des médecins pour faire vivre une vraie petite communauté. En isolement au bout du monde, faut avoir une bonne condition physique et mentale. Les gens sont fascinés par la survie en situation extrême. Les agences vendent des stages de survie, le tourisme polaire propose des croisières pour voir des ours blancs et des aurores boréales. Koh-Lanta reste une émission hyper populaire et les vidéos de youtubeurs qui s'exilent sur des îles ou perdus dans le désert font des millions de vues. Même vous avez bien aimé notre dernière vidéo sur les éruptions volcaniques, les tsunamis et les crashs d'avions. Il y a encore quelques situations extrêmes qu'on n'a pas faites, alors est-ce qu'il y en a une qui vous tente ? Un immense merci à CyberGhost VPN de nous soutenir encore et toujours. Cliquez sur le lien en description et protégez-vous tout en faisant des économies pour seulement 2 € par mois.